Merci. Merci, monsieur le directeur. Merci, Jean. C'est avec une grande émotion que je m'adresse à un parterre aussi impressionnant. Du fond du cœur, je vous dis à toutes et à tous merci d'être là. Chers amis, chers collègues, chers étudiants. C'est là un moment solennel dans cette carrière que la société nous fait le privilège et l'honneur de nous confier, qui est la carrière d'être non pas dispensateur de savoir, mais de contributeur à aider les générations à se préparer, à mieux comprendre ce qui leur arrive. Et je crois que c'est un métier que nous devons prendre très au sérieux et de façon extrêmement responsable. Eh bien, c'est aussi un moment solennel parce que c'est un moment où on doit faire un peu le bilan de ce qu'on croit avoir compris, le partager, le confier à d'autres. C'est aussi un moment où cette solennité oblige à une moindre complaisance. Donc, s'il y en a déjà beaucoup parmi vous qui m'ont trouvé peu complaisant dans beaucoup de circonstances, je le serai encore moins dans celle-ci. Je crois que c'est aussi le moment où l'universitaire doit jouer son rôle, qui, je crois, est un rôle non pas de chanter ce qui va et ce qui marche. Les politiciens s'en occupent, et ils s'en occupent bien. Je crois que le rôle de l'universitaire est de dire ce qui ne va pas. Le rôle de l'universitaire est de prévenir les générations futures des problèmes que la génération qui enseigne à l'université n'a pas pu affronter ou n'a pas su affronter, ou a peut-être même créé pour eux. Et c'est alors que, je crois, l'universitaire remplira son rôle non pas de flatteur de l'intelligentsia, mais de préparateur des générations futures à mieux affronter leur monde dans de meilleures conditions. Et je dis bien mieux et meilleur, et je ne dis pas plus et beaucoup et vite. C'est aussi un moment où tout professeur, faisant son bilan, doit rendre un peu de ce qu'il doit. Nous ne sommes pas le produit de nous-mêmes. Nous sommes le produit d'un tas de gens et d'un tas de circonstances qui nous ont aidés à nous faire. Évidemment, je pourrais citer des dizaines et des dizaines d'institutions et de personnes, mais j'ai choisi d'en citer 5, peut-être les plus importantes dans ma vie. La première institution, bien entendu, c'est l'INPED et HEC, qui m'ont permis de rentrer dans cet univers auquel je ne croyais jamais m'associer, qu'est l'univers du management, tout destiné à la psychologie que je me croyais, et peut-être à la philosophie. Mais ces institutions sont aussi quelque chose qui m'inspire le même sentiment qu'à Edgar Morin, c'est-à-dire un sentiment ambivalent, très ambivalent. Une institution est à la fois haïssable par ses côtés souvent contraignants, pointillistes, dont elle ne se rend pas compte qu'elle inflige certaines souffrances à certaines personnes. Mais les institutions sont aussi admirables, et c'est là leur côté ambivalent, c'est qu'elles sont le cadre indispensable et inévitable et le soutien de toute expression. Donc, premier hommage que je rends, INPED, HEC, merci d'avoir été ce forum de grande liberté, ce forum d'expression, ce forum de soutien, parfois d'un peu de souffrance, mais ça fait partie des règles du jeu. Je dois rendre aussi ce que je dois à certaines personnes, je n'en citerai que 4. La première, Alain Chanlat, parce qu'il a été le tout premier à me mettre en contact avec le management et à me montrer qu'il y avait une voie autre par laquelle le management pouvait être abordé sans renoncer à certaines valeurs fondamentales, à tort ou à raison, mais en tout cas aborder le management avec cette liberté d'esprit. C'est à lui que je le dois. Ensuite à Maurice Dufour, maître incontesté, incontestable, dont les retombées
il y a 10 ou 15 ans, semblaient bizarres, mais qui aujourd'hui sont d'une nature tout à fait surprenante pour beaucoup de gens. Et celles et ceux qui sont au courant savent que cette démarche qui pouvait paraître aussi bizarre que farfelue, eh bien, elle semble aujourd'hui donner toute la pleine mesure de sa compréhension des phénomènes. Troisième personne que j'aimerais citer, c'est André Poirier, directeur du CETAI, ce service auprès duquel j'ai trouvé une ouverture, une souplesse, une capacité de tolérance et une possibilité de faire ce qu'on veut faire, quand on le veut et comme on le veut, remarquable. André Poirier, merci. Le CETAI, merci. Je ne peux pas citer toutes les personnes du CETAI, mais celles que je dénomme le CETAI éternel se reconnaîtront certainement, et je leur adresse à elles aussi tous mes remerciements. Tous mes remerciements. Le dernier, enfin, Raymond Chaussé, directeur de mon service, qui, en tant que directeur du service, a été témoin de tournants extrêmement importants et parfois graves, aussi bien dans ma vie personnelle que dans ma vie professionnelle. Et Raymond Chaussé a été d'une amitié, d'un soutien et d'un appui sans faille. Raymond, merci. Je pourrais citer encore bien des gens, mais j'arrêterai là. Et je vais aborder sans plus tarder le vif du sujet que je voulais traiter avec vous aujourd'hui, ou plutôt les idées que je voudrais partager avec vous aujourd'hui. Et ces idées tournent autour d'une chose étrange, même si cette présentation s'intitule « Le 21e siècle sera-t-il managérial ?» Je vous convie en fait à un procès. Non, plus exactement à l'audition de quelques témoins à charge dans un procès dans lequel je ne suis que le porte-parole de ces témoins à charge, et procès qui, je crois, est de plus en plus inévitable dans notre univers d'aujourd'hui. Il suffit de regarder autour de nous. Le procès de qui, me direz-vous? Eh bien, le procès d'un personnage étrange, un procès redoutable. C'est le procès de la raison, instrumentale, occidentale. Cette raison instrumentale occidentale a mené l'humanité à des sommets inégalés. Mais aujourd'hui, on se rend compte qu'elle commence à les mener à des impasses où de moins en moins comprennent ce qui se passe. Alors vous remarquerez, je fais des vers en passant sans en avoir l'air, mais je vous assure que c'est bien involontaire. Et vous remarquerez que ça rime aussi. Bien, alors, la raison, que vient faire le management, me direz-vous, dans ce procès? Eh bien, le management, c'est le lieu peut-être où la raison instrumentale et utilitaire et pragmatique a trouvé toute la dimension, tout le champ de sa libre expression. Et quand je dis management, je souligne management pris dans son sens le plus large, c'est-à-dire toute activité qui consiste à prendre des décisions à propos de situations pour transformer ce qui se passe dans ces situations. Donc on peut ranger là, depuis la pensée économique la plus large jusqu'à la PME la plus petite, dans ces décisions les plus courantes. Eh bien, pourquoi je dis le management, le 21e siècle sera-t-il managérial? Parce que la question se pose. Pourquoi se pose-t-elle? Parce que le 20e l'a été. Plus qu'aucun siècle, depuis que l'humanité existe, le 20e siècle aura été le siècle du management. Et on voit très bien où il nous conduit. Maintenant, il convient de faire un bilan. Il nous a conduit à beaucoup d'accumulations, beaucoup de progrès dans beaucoup de domaines, beaucoup d'avances, beaucoup de richesses et d'enrichissement, mais à côté de tous ces beaucoup, de toutes ces quantités, où est la qualité? Où est la finalité? Où est l'équité? Où est la répartition? Où est la justice? Où est l'éthique? Où est l'avenir?
de tous. Eh bien, c'est dans ce sens que je vous invite à ce procès de la raison instrumentale, mère nourricière du management. Eh bien, cette raison instrumentale, vous le comprenez bien, nous vient d'abord de la science économique, notamment néoclassique, parce que vous savez tous et toutes que, comme le dit John Kenneth Galbraith dans l'un de ses derniers livres, le glissement entre les classiques, parmi lesquels il range Karl Marx, vers les néoclassiques, a été en fait une chose importante, ça a été l'évacuation de la dimension éthique de la réflexion économique. Et on a fait de l'économie une science qui calcule, qui compte, et qui ne s'occupe pas de qui prend quoi au détriment de qui, ni qui fait quoi en faisant souffrir qui, la question étant une question philosophique et morale et non pas scientifique. Eh bien, je suis entièrement d'accord avec John Kenneth Galbraith. Voilà un glissement de la raison qui n'est pas très raisonnable. Et aujourd'hui, je crois que nous commençons à en voir les retombées à l'échelle de la planète et qui ne sont pas pour rassurer énormément. Donc vous comprenez bien, ce dictat de la raison, ce procès de ce dictat que je vous invite à faire, est aussi le procès d'un paradigme et donc l'apologie d'un autre paradigme, c'est évident. Pas l'apologie, mais enfin disons le rétablissement, l'établissement, la défense. Le paradigme dont je vous invite à faire le procès avec la raison instrumentale, c'est évidemment le paradigme mécanique, le paradigme newtonien. C'est le paradigme de la pensée linéaire, c'est le paradigme de la causalité linéaire, c'est le paradigme de la chaîne cause-effet, c'est le paradigme de la proportionnalité entre les besoins et les facteurs, et tant qu'on a proportionnalité entre besoins et facteurs, eh bien il y a équilibre. Eh bien on va voir qu'avec un autre paradigme, qui est le paradigme de demain, le paradigme thermodynamique, eh bien cet équilibre est une simple vue de l'esprit et totalement démuni de fondements scientifiques, en tout cas dans les connaissances actuelles. Eh bien, cette raison instrumentale a commencé à prendre la place qu'elle a pris après le dictat galiléo-cartésien. Vous savez, Galilée a démontré qu'on pouvait comprendre l'univers géométriquement, et Descartes a montré qu'on pouvait mettre cette géométrie en équation, en mathématiques. Ce qui a fait dire à Léonard de Vinci, je ne sais pas s'il y a des liens, mais en tout cas, cette phrase célèbre, l'univers, le grand livre de l'univers et de la planète sont écrits en langage mathématique. Eh bien, ce n'est pas le procès de la mathématique que je veux faire, c'est le procès de son usage, en passant. Les mathématiciens ne savent que trop les limites des calculs qu'ils font. Mais celles et ceux qui utilisent ces calculs en lieu et place de réflexion, celles et ceux qui utilisent ces calculs pour prendre des décisions, sans, comme les mathématiciens, savoir réellement de quoi ils parlent, eh bien, ceux-là commettent souvent de graves erreurs, parce qu'ils remplacent la réflexion par l'instrument. Et comme le disait Albert Jacquard, les mathématiciens ont inventé le langage probabiliste et la statistique probabiliste pour demeurer rigoureux quand ils ne savent plus de quoi ils parlent. Eh bien, nous savons demeurer rigoureux, mais on peut être rigoureusement idiot. Je ne crois pas qu'être idiot avec grande rigueur, ça puisse servir à quiconque. Ce que Descartes lui-même appelait la persévérance dans l'erreur. Eh bien, donc je vais vous inviter tout de suite à l'audition de quelques témoins à charge, dont je répète, je ne suis que le porte-parole, l'humble porte-parole. Et ce procès de la raison instrumentale et pragmatiste et maximaliste, aussi j'ajouterai, avec ces témoins à charge, je le fais devant l'histoire, devant la morale et la philosophie, devant la nature, devant l'humanisme, devant les peuples. Quels sont les chefs d'accusation? Bien, les chefs d'accusation sont les suivants. L'âme de l'humanité est en perte face à la modernité, et cette âme est au moins, comme le dit Allan Bloom, désarmée.
Et c'est le premier témoin à charge que j'appelle. Ce témoin qui, Allen Bloom nous dit, la raison instrumentale nous a amenés à ne plus considérer que nous avons et que les autres ont une âme avant que d'avoir une raison productiviste et maximaliste et matérialiste dans le sens le plus vulgaire du terme, évidemment. Les autres témoins à charge que je voudrais appeler, il y en aura d'autres tout à l'heure, c'est tout simplement la presse quotidienne qui témoigne du désarroi et du dérèglement des instruments actuels de cette raison instrumentale. Prenons quelques citations comme ça, le monde économique, le monde diplomatique, le devoir, etc., enfin tirées un peu partout ces derniers mois. Un enfant américain sur 3 vit en dessous du seuil de pauvreté. C'est pourtant la plus grande puissance mondiale. Alors, comme Jean Rostand disait, le degré d'élévation d'une civilisation se mesure à la façon dont elle traite ses plus faibles. Eh bien, je me demande à quel niveau il aurait placé les États-Unis d'aujourd'hui, à ce critère. Comment traite-t-on les plus faibles dans les pays les plus riches? Un enfant américain sur 3 vit en dessous de la pauvreté et ne mange pas à sa faim. Un latino-américain sur 3 vit en dessous de la pauvreté absolue. Les politiques d'ajustement structurel du FMI ont accru la pauvreté et les inégalités de revenus, confirme une étude de la Banque mondiale, qui est le siège du FMI, et que personnellement je dénomme le Fonds de la misère internationale. L'Afrique compte pour moins de 1% de la production mondiale. 90% de sa production va à sa dette. Le service moyen de la dette représente 21% des recettes de l'Afrique et plus de 1000% pour le Mozambique et le Soudan. Ils ont une belle vie, vous ne croyez pas? Les pays de l'OCDE totalisent, c'est-à-dire les pays les plus riches de la planète, 40 millions de chômeurs, l'équivalent d'un pays entier. Le Canada vient de passer au 20e rang mondial après l'Espagne. Et pourtant, nous ne sommes pas démunis de gestionnaires et d'économistes et de prévisionnistes et de détenteurs de boules de cristal les plus lucides les unes que les autres. L'Espagne aurait-elle des boules de cristal plus efficaces que les nôtres? Pourtant, ils ont moins de ressources. Les pauvres et les assistés à travers le monde dépassent en chiffre absolu celui de 1930. La contribution fiscale des entreprises au Canada, Statistique Canada, en 1950 était de 46%. En 1991, la même contribution fiscale de ces entreprises était de 13%. Et ces entreprises n'arrêtent pas de crier qu'elles payent trop d'impôts. 87% de la main-d'œuvre de base de certains secteurs nord-américains traite plus de complexité pour prendre le métro que pour faire son travail. 20% de la population de la planète consomme 83% des richesses produites. Si ce 20% de la population de la planète produisait ces 83% de richesses chez elle, eh bien, les pays de ces 20% de la population mondiale auraient explosé 50 fois parce qu'ils n'auraient jamais eu la quantité d'énergie suffisante pour produire autant de richesses. S'ils ne les produisent pas, c'est que donc ils vont les chercher ailleurs. Et s'ils vont les chercher ailleurs, c'est qu'ils en privent d'autres. Ce qui veut dire que 80% de la population mondiale doit se contenter de 17% des richesses restantes. Et nous nous amusons tous les jours à leur cracher dessus notre mépris en leur disant « vous n'êtes pas mûrs pour la démocratie, vous n'êtes pas assez intelligents pour vous développer, vous, pays du Sud, je ne sais pas si vous avez remarqué comme l'intelligence est bien répartie entre Sud et Nord, mais moi qui viens du Sud, je suis un mutant. » Les flux nets de capitaux entre le Nord et le Sud en 1989, 200 milliards de dollars en faveur du Nord. Et on n'arrête pas de crier « ça suffit d'aider le Sud ». Alors il faudrait savoir qui aide l'autre. Business Week, 15 juillet 1993.
entre autres, comme Fortune, Wall Street, etc. Vous voyez bien, je ne cite que des journaux normaux. Hein. On ne peut pas m'accuser de citer la Pravda ou les Izvestia. Hein. Je cite des journaux normaux. Business Week, donc, 15 juillet 93, dit ceci. Harvard Business School est-elle une école démodée? C'est grave. Les programmes de base n'ont pas changé depuis les années 60. À la même Harvard Business School. Les effets pervers d'un enseignement de plus en plus inadapté et conservateur qui se base sur des idées dont les plus récentes datent de 20 ans. Je cite toujours Business Week à propos de Harvard. Écoutez. Les mœurs de Harvard, c'est la concurrence sauvage, la triche, l'espionnage industriel. Business Week. Pas les mœurs de l'école elle-même, mais les mœurs qu'elle induit. Vous avez tous vu le film La Firme, j'espère, hein, avec Tom Cruise il n'y a pas longtemps, et ça ne sort pas de n'importe où quand même. Doit-on désormais envisager la disparition des business schools, se demande M. Peter Drucker. Plus Harvard gagne, plus l'économie américaine perd, nous dit M. Henry Mintzberg. Les enseignements bâclés, cloisonnés, ignorant les pratiques de management à succès comme le Japon et l'Allemagne, nous font beaucoup de mal, conclut Business Week. Les intérêts des doyens, des professeurs et des diplômés de ces écoles, toujours Business Week, conduit ces doyens, ces professeurs et ces diplômés à une collusion générale qui ressemble à la loi de l'omerta. Et ce n'est pas moi qui le dis, c'est Business Week. 15 juillet 93. Eh bien, je crois qu'il y a de quoi faire le procès de cette raison instrumentale et de ces fleurons les plus adulés à travers le monde, que sont par exemple Harvard ou d'autres institutions de ce genre. Le Devoir, vendredi 1er octobre 93. L'économie est en panne, nous dit l'OCDE. L'organisme admet que les outils d'analyse économique sont déréglés. Eh bien, s'ils sont déréglés, pourquoi est-ce qu'on continue à s'en servir? Qu'on aille chercher des outils d'analyse ailleurs? Le Devoir, 15 octobre 93, sondage multiréseau. 83% des Québécois ne croient plus au discours des politiciens. Remarquez, c'était bonnet blanc, blanc bonnet. Hein. Et en plus, on nous invitait à revenir au principe d'identité non-contradiction. Vous savez, ce principe que Lévi-Brul a placé avant le principe logique, c'est-à-dire des discours du genre, le gouvernement ne doit pas intervenir, moins il intervient, mieux l'économie se porte, donc votez pour moi, je vous garantis que je ne foutrai rien. C'est quand même amusant. Et bien entendu, je passe sur les discours du genre, je coupe 20% de la fonction publique et je crée X centaines de milliers d'emplois. Si tu dois créer d'emplois, pourquoi tu en coupes? Je sais pas, moi il y a quelque chose qui m'échappe, mais vous me direz, je ne suis pas normal. Vous savez, je suis originaire du Nord, du Sud, d'Algérie, Kabyle, tout ça, il y a des choses qui m'échappent. La raison instrumentale n'est pas née dans mes montagnes. Donc, forcément, il y a des choses que je ne comprends pas. Mais je ne demande qu'à comprendre, qu'on m'explique. Et je saurai alors expliquer à mes étudiants. Mais je me refuse à expliquer à mes étudiants ce que moi-même je n'ai pas compris. Le Devoir, jeudi 28 octobre 93, sondage sur la crédibilité des dirigeants et des entreprises. Le sondage classe les dirigeants et les entreprises sur le plan de la crédibilité après le clergé et les journalistes. Dieu sait que c'est grave. Enfin, et Dieu est bien placé pour le savoir dans ce cas-là. Eh bien, qu'est-ce que ça veut dire tout cela? Nous sommes dans un désarroi profond. Et quand nous sommes en désarroi, que faisons-nous avec la ratio rationalisante, la raison raisonnante? Eh bien, nous cherchons des raisons à nos déraisons. Et pour chercher des raisons à nos déraisons, nous cherchons des boucs émissaires. La raison ne peut pas être faillible.
Seuls des boucs émissaires empêchent la raison de faire ce qu'elle doit faire dans sa puissance raisonnable. Et quels sont ces sournois ennemis, ces boucs émissaires? Le KGB. Mais enfin, il a disparu depuis. On sait qu'il est très sournois. Il a 1000 têtes comme l'hydre. Il peut renaître. Méfions-nous. Il y a après lui les Japonais. Plus sournois qu'un Japonais, il n'y a que le KGB. Après les Japonais, il y a les syndicats. Après les syndicats, il y a les fonctionnaires. Après les fonctionnaires, il y a les professeurs. Après les professeurs, il y a les jeunes. Après les jeunes, il y a les assistés. Et à côté des assistés, il y a les chômeurs. Vous savez qu'il y a 3-4 états graves qu'il faut éviter de nos jours. Il faut éviter d'être communiste. Il faut éviter d'avoir le sida. Il faut éviter d'être fonctionnaire. C'est presque aussi grave. Et il faut éviter d'être philosophe. C'est encore plus grave. Il vaut mieux avoir le sida que de se dire marxiste. Ou d'être soupçonné de l'être. Encore moins philosophe. Vous savez la différence entre un fonctionnaire et un assisté social? Le fonctionnaire est un assisté à la disposition de qui on a mis un bureau. C'est ça la différence. Et vous demandez à n'importe quel jeune étudiant de nos classes de première année, il la connaît cette différence et il en est persuadé. Alors voilà où nous mène cette raison. La seule institution qu'a créée l'humanité au moment du triomphe d'une raison humaine, qui est l'institution de l'État de droit civil, au-dessus des intérêts particuliers, est donc la seule institution capable de garantir un minimum d'éthique, de justice sociale, d'équité, de respect de la nature et de respect des autres. Cette institution-là, nous nous acharnons à la dénigrer, à la détruire et à la mépriser. Qui, si l'institution de l'État dans une société de droit civil n'a pas le droit de veiller à la juste égalité, à la juste répartition des richesses et au respect de la dignité des uns et des autres, qui peut le faire? Les patrons d'entreprise. Eh bien, on voit bien ce qu'en pense le peuple. Il les place après le clergé et après les journalistes, ce qui n'est pas peu dire. Eh bien, je vais appeler un premier témoin à charge, et pas des moindres, John Saul, dans les Baltards de Voltaire. Nous sommes désormais, dit-il, habitués à ce que nos leaders politiques et économiques ne s'attaquent qu'à des symptômes limites de la crise sous un angle toujours positif. Don't worry, just be happy. Loin d'être une force initiatrice de morale et de liberté, la raison n'est guère plus qu'une méthode d'administration. Nos élites ont en effet transformé le monde occidental en une gigantesque machine incompréhensible livrée à des experts asservis au culte du management scientifique, dépourvu de toute moralité. John Saul, les Bâtards de Voltaire. Et s'il vous plaît, pour quiconque a fait le moindre étude de philosophie, il pourrait comprendre très vite, ou elle pourrait comprendre très vite, qu'entre attitude morale et attitude maximaliste d'accumulation de surplus pour le surplus, il n'y a pas beaucoup d'intersections. Comme le dit, je crois, non, c'est George Scorogan qui dit ça, dans Demain la décroissance. Il dit, tout se passe comme si il arrivait ce que j'appelle la spirale du rasoir. L'humanité se comporte comme si chaque matin elle n'avait rien d'autre à faire, l'humanité occidentale, productiviste bien entendu. Hein. Et je ne suis pas en train de faire le cow-boy et les bons et les méchants. Hein. Il ne s'agit pas des gentils orientaux et des méchants occidentaux, pas du tout. Il s'agit de constats, point à la ligne. Constat historique. Eh bien, nous dit George Scorogan, l'humanité se comporte comme si elle devait se lever chaque matin, disposer d'un rasoir qui rase le plus vite possible, pour se raser aussi vite que possible pour pouvoir fabriquer un rasoir qui rase encore plus vite. Quelle belle finalité, quelle belle morale.
Quelle belle éthique! Tout système auto-organisateur, nous dit Edgar Morin, dans Terre Patrie 1993, est en fait autonome et dépendant. Autonome, parce qu'il a une certaine façon de s'auto-organiser, mais ce système auto-organisateur est dépendant forcément par rapport à son écosystème. Et on ne saurait considérer l'économie comme une entité close si on sait cela. Or, en management, plus qu'en économie, parce qu'on le sait très bien, il y a plusieurs écoles d'économie et les économistes ici ne me contrediraient pas. En management, bien plus qu'en dans les écoles économiques, on fait comme si l'économie était un système clos, autonome et totalement en indépendance par rapport au reste, se justifiant et s'auto-justifiant elle-même. Alors voilà ce que conclut Edgar Morin. Les effets civilisationnels que produit la marchandisation de toutes choses, justement annoncés par Marx, et c'est lui qui le souligne, ce n'est pas moi. Donc on est au moins deux à être dérangés du cigare. Ça me rassure, je ne suis pas tout seul. Des effets civilisationnels que produit la marchandisation de toutes choses, justement annoncés par Marx, nous dit Edgar Morin, jusqu'aux organes humains, qui, comme vous le savez aujourd'hui, se vendent. Vous allez à la frontière américano-mexicaine et vous pouvez acheter un rein ou un foie ou un cœur ou un œil d'un petit Mexicain ou d'une petite Mexicaine qu'on vient d'assassiner et qu'on appelle un cadavre frais. Eh bien, donc, la marchandisation de toutes choses jusqu'aux organes humains sont, nous dit Edgar Morin, l'érosion des valeurs autres que l'appât du gain. D'où nous vient cet appât du gain? D'où nous vient cette raison ultra-matérialiste et ultra-pragmatiste? Il faut bien s'y attarder un petit peu. Ça n'est pas tombé de nulle part. Eh bien, faisons un peu de genèse, un peu d'ethno-histoire. Un peu d'ethno-histoire, on a l'impression, quand on entend certaines gens et quand on lit certains articles et certains livres, qu'aujourd'hui nous avons deux sortes de management, ou trois, dont un serait un management naturel et normal, que Dieu nous a donné dans sa providence. Et ce management nous vient essentiellement de Harvard et de Yale et de Stanford et de Chicago. Et puis il y a un autre management bizarre, plein de folklore, plein de culture, plein de choses étranges, qui est le management japonais ou le management allemand. Vous savez, ces enfants de nazis qui, avant eux, avaient des pères nazis, lesquels étaient fils de pré-nazis et petits-fils d'archéo-nazis. C'est donc des gens pas normaux. Les Japonais, ils sont petits, ils sont jaunes, ils sont bridés, ils ne prennent pas de vacances, ils ne boivent pas de Coca-Cola. Vous trouvez ça normal? Donc, ils ne sont pas normaux. Alors, il faut nous inspirer du management normal que Dieu nous a donné dans sa bienveillance. Eh bien, interrogeons-nous un peu d'où vient ce management-là. Et je l'ai fait. Si nous faisons l'ethno-histoire du management que nous considérons comme nous venons de la providence divine, eh bien, on peut très bien retracer ses origines, et elles sont au nombre de 4. Calvin, avec la réussite dans la vocation sur terre comme réussite dans sa vocation et l'appel de Dieu et la grâce de Dieu, laquelle vocation Dieu nous en donne des signes à travers la réussite concrète, c'est-à-dire essentiellement, bien entendu, les signes de dollars qui nous montrent que nous avons réussi dans notre vocation comme cordonnier, comme boucher, comme médecin ou comme boulanger. Eh bien, évidemment, là, je ne fais pas référence à tout le calvinisme, essentiellement le calvinisme puritain qui a fleuri en Angleterre et aux États-Unis. Deuxième personnage, Adam Smith. Adam Smith est venu à propos pour dire « Enrichissez-vous et appauvrissez les autres autour de vous, c'est le marché qu'il veut. Poursuivez votre égoïsme individuel et vous réaliserez l'intérêt général. » Eh bien, quand on combine Calvin et Smith, on a deux bonnes raisons de se comporter en prédateur vis-à-vis de ses semblables, qui jusque-là était un comportement condamné par les églises, aussi bien chrétiennes qu'anglicanes, aussi bien catholiques qu'anglicanes. Et d'ailleurs, je ne parle pas des autres religions. Troisième personnage, Darwin, qu'on a très mal compris, mais on s'en fout. Darwin, sélection naturelle. La sélection naturelle de Darwin, c'est au niveau des espèces, mais nous la mettons au niveau des individus, qu'à cela ne tienne. Darwin sélectionne des leaders et ne sélectionne pas des non-leaders. Voilà, il n'y a rien de plus naturel, non? Donc les leaders
qui sont choisis par Dieu via Calvin et le puritanisme, choisis par le marché via Smith, sélectionnés par la nature via Darwin, ont toutes les justifications du monde pour se dire, eh bien, tout ce qui m'arrive n'est que juste et mérité. Et admirez-moi, vous, plèbe, qui n'êtes ni choisi, ni élu, ni sélectionné par la nature, et soyez heureux que je considéra dans ma grande bienveillance la possibilité de vous donner un emploi. Mais si vous connaissez un entrepreneur qui donne un emploi pour ne pas gagner dessus, moi je vous paye de la poutine pour le restant de votre vie. Enfin Spencer, vous voyez, je vous l'avais bien dit, je ne serai pas complaisant. Spencer nous a foutu dans la tête, Herbert Spencer, le darwinisme social, c'est-à-dire des sociétés qui sont évoluées, d'autres qui sont attardées. Et bien entendu, l'évolution d'une société se mesure à la quantité d'argent qu'il y a dans son compte en banque et au nombre de canons et à la grosseur des canons qu'elle possède. Est-ce qu'il y en a qui ont un autre critère de mesure? Merci. Eh bien, donc, ce critère de mesure d'élévation des sociétés a conduit au rapport des cultures que l'on connaît, et notamment, à raison, la culture qui a le plus gros canon. Et ce qui s'est passé récemment à Oka aurait été fort différent si ceux qui avaient les gros canons et les tanks étaient les Mohawks. Peut-être que la culture qui eut raison n'eût peut-être pas été la même. Eh bien, c'est la même chose dans les organisations et avec la raison instrumentale et néoclassique, économiste. A raison celui qui a le pouvoir. Et l'analyste est au service de celui qui a le pouvoir. Mais quand c'est celui qui a le pouvoir qui a raison, ça s'appelle un exercice de rapport de force. Et un rapport de force, c'est une friction. Et une friction, c'est une perte d'énergie indéfinie. Comment veut-on cesser la déperdition d'énergie en ne cessant pas la friction et le conflit? La physique nous dit que c'est impossible. Donc, nous ne cesserons cette colossale déperdition d'énergie que nous voulons soigner avec la qualité totale, avec la participation, la cogestion, contrat social, que sais-je encore, tout ce que j'appelle le DMIG, le discours minimum interprofessionnel garanti. Eh bien, nous ne réussirons cela que si nous cessons cette friction. Et pour cesser cette friction, il faut que tous les acteurs économiques soient des partenaires effectifs à l'échelle de l'entreprise, à l'échelle nationale et à l'échelle internationale. Sinon, la déperdition d'énergie continuera. Et voilà pourquoi je fais appel à un autre témoin à charge, très ancien lui, Adrien. Les magistères exerçaient sur les écoliers une tyrannie que je rougirais d'imposer aux hommes. Chacun enfermé dans les étroites limites de son savoir, méprisait ses collègues qui tout aussi étroitement savaient autre chose. Ces pédants s'enrouaient en dispute de mots. Adrien, mémoire, Marguerite Yourcenar. Eh bien, moi je me demande si nos magistères d'aujourd'hui ont appris à moins faire de querelles de mots et s'ils ont appris à moins s'enfermer dans des savoirs étroits. Je suis bien placé pour avoir quelques petites idées là-dessus. Et l'exemple le plus destructeur peut-être de cette étroitesse et de cette fermeture, c'est l'absence de dialogue entre deux disciplines que Jimmy Goldsmith qualifie de demi-dieux. Vous savez, Jimmy Goldsmith, celui qui vient d'écrire Le Piège, et qui réfléchit sur l'équilibre financier et économique de la planète actuelle, livre très intelligent, quoique je ne partage pas tout ce qu'il dit. Mais, dit-il, l'économie dominante, bien sûr, scientifique, dite scientifique, et Oh, qu'est-ce que c'est? J'ai perdu le fil. Enfin, oui, le management. Ils appellent ça les demi-dieux parce que, dit-il, l'économie et la science, dont le management, il dit ces demi-dieux à qui il faut faire entendre raison.
On ne peut pas parce que ces demi-dieux se prennent et se croient investis de tous les savoirs, de tout le savoir, et surtout, ils refusent toute écoute de l'ordre. Et qu'est-ce que ça donne? Eh bien, ça donne ce que j'appelle des renversements paradigmatiques, et c'est avec cela que je vais terminer ma causerie non complaisante, et vous allez voir qu'elle va l'être de moins en moins. Premier renversement paradigmatique, c'est le renversement du rapport actionnaire-client. Tant que nous resterons dans le rapport actionnaire avant le client et avant l'employé, c'est-à-dire la maximisation du profit et du dividende distribué, eh bien nous ne ferons qu'aggraver la spirale de l'enfoncement dans la récession. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il faut inverser totalement ce paradigme. Le client et l'employé doivent passer avant l'actionnaire. Si un client et un employé sont satisfaits, il y a de très fortes chances que l'actionnaire soit satisfait. Mais l'inverse n'est non seulement pas vrai, mais souvent faux. Parce que si je m'acharne à satisfaire l'actionnaire à tout prix et au maximum, eh bien je peux le faire à tout prix et au maximum à court terme, au détriment du client et au détriment de l'employé. Et je ne resterai pas longtemps. Deuxième paradigme, le paradigme que j'appelle de la transaction, de la gestion des transactions. Jusque-là, nous nous sommes acharnés à gérer l'aspect légal des transactions. Je vous réfère au livre de Philippe Diribarne, La logique de l'honneur, dans lequel il traite beaucoup plus de la logique du contrat d'ailleurs, et où on peut voir que dans notamment les rapports managériaux et les rapports commerciaux, on traite la transaction entre les personnes sur un mode très strictement légal. Il y a un contrat, d'un côté on fournit un produit ou un service qui est spécifié, et de l'autre on donne une rémunération pour ce produit et ce service qui est spécifié. Et ce qui compte, c'est le respect de chacune des deux parties du contrat, donc la transaction de l'aspect légal de la transaction. Mais j'ai une petite nouvelle pour vous. On peut être parfaitement légal en étant parfaitement ignoble, parfaitement égoïste, parfaitement malhonnête, parfaitement salaud, parfaitement inhumain. Alors, si la légalité ne garantit pas l'humanité et l'honnêteté, etc., ces valeurs que l'on crie aujourd'hui dans la fameuse éthique des organisations, tout d'un coup on se dit, tiens, il faut une éthique des organisations, et on se met à l'enseigner. Eh bien, c'est ça l'éthique. Eh bien, nous ne pouvons y arriver que si nous inversons ce paradigme, c'est-à-dire que nous nous acharnions à gérer la satisfaction réciproque des transigeants et non pas la légalité de la transaction. Autrement dit, est-ce que moi, employeur, je suis satisfait? Est-ce que toi, employeur, de ton point de vue, tu es satisfait? Si oui, alors la transaction est bonne. Sinon, elle a beau être légale, elle ne sera jamais satisfaisante, elle ne sera jamais productive, elle ne sera jamais une échappatoire au fameux rapport de force dont je parlais tout à l'heure. Enfin, le problème du gâteau. Quand je dis enfin, c'est pas fini, c'est juste... Hein. Alors, tout se passe comme si nous avions un gâteau mondial qui s'avère plus petit que prévu, ce qui est vrai. Il est non seulement plus petit que prévu structurellement, mais conjoncturellement, mais structurellement. Eh bien, on se comporte comme si nous avions invité des amis, et tout d'un coup, on s'aperçoit qu'on avait moins de farine et moins d'œufs pour faire le gâteau pour tous ses amis. Et au lieu de revoir le mode du partage du gâteau, d'en donner une petite part à chacun, qu'est-ce qu'on fait? On dit toi, retournez chez vous. On vous coupe, parce que le gâteau est trop petit, mais on vous aime quand même, vous êtes des amis. Vous êtes nos concitoyens, nos compatriotes, nos frères, nos sœurs. Eh bien, ils ne comprennent pas. Et moi non plus. Et ce n'est pas en fabriquant des chômeurs qu'on fabriquera des consommateurs. Ce n'est pas en fabriquant des chômeurs qu'en fabriquant des gens sains. J'ai essayé d'expliquer hier à un forum de gens qui rentrent dans un énorme mouvement de coupure comment ils pourraient gagner infiniment plus s'ils gagnaient une fraction de confiance et de complicité de chacun et de chacune de leurs employés. Ils économiseraient 10 fois la masse salariale qu'ils comptent économiser en les mettant à la porte, et ils économiseraient à la société bien des coûts qui sont des coûts de stress, de maladie, de consommation de médicaments,
de délinquance, de criminalité et d'humiliation de nos propres semblables. Et tout cela, la société le paye. Mais évidemment, vous savez que n'est calculable dans un calcul économique que toute personne qui rentre dans un échange monétaire, et si vous ne rentrez pas dans un échange monétaire, vous n'existez pas. Eh bien, moi, je connais des centaines de millions de gens à travers la planète qui n'existent pas. Et pourtant, ils sont là. Enfin, vous voyez, il y a plusieurs enfin. Renverser la relation tangible-intangible. Jusque-là, nous avons fabriqué des instruments de gestion en économie et en management de tout ce qui est tangible, c'est-à-dire tout ce qui est compliqué. Les stocks, les machines, la production, le marché, les transports, etc. C'est bien, c'est parfait. Il le faut. Mais tout ça, c'est du compliqué et du tangible. Mais ce qui nous pose problème aujourd'hui dans notre productivité, plutôt dans notre improductivité mondiale, c'est l'intangible, ce n'est pas le tangible. C'est-à-dire l'adhésion. Qui a fabriqué un instrument de mesure de l'adhésion des employés, de leur loyauté, de leur intérêt, de leur joie de vivre à leur travail? Et comme le disait André Gide, tout intérêt et toute appropriation dans un travail, toute joie à ce travail est signe de cette appropriation. Où est l'appropriation du travail? Par ceux qui le font et celles qui le font. Et comment la mesure-t-on? Eh bien, j'en arrive à mon fameux paradigme thermodynamique. Vous comprenez bien que la pensée économique dominante, je dis bien dominante, et la pensée managériale dominante sont inscrites de plein pied dans le paradigme mécanique, c'est-à-dire dans le paradigme newtonien. Autrement dit, dans le paradigme de la rationalité linéaire, celle dont je vous ai invité à faire le procès, le paradigme de la pensée linéaire, le paradigme du raisonnement linéaire et de la proportionnalité. Il suffit, nous dit-on, qu'il y ait suffisamment de facteurs de satisfaction des besoins de l'humanité pour qu'il y ait équilibre. Ça, c'est le prototype du raisonnement linéaire. Les besoins augmentent, qu'à ça ne tienne, augmentant les facteurs. Mais on sait que pour augmenter les facteurs, il faut fournir du travail. Et pour fournir du travail, il faut dépenser de l'énergie. Et pour dépenser de l'énergie, eh bien, on gaspille une quantité d'énergie qui, elle, est constante, nous dit la physique. Et voilà, le paradigme de demain, je vous prie de me croire sur parole. S'il y en a qui sont intéressés à discuter de tous les détails, quels qu'ils soient, de quel ordre qu'ils soient, de ce raisonnement, je suis prêt à le faire après, parce que là, je n'ai pas le temps dans l'exercice présent. Mais je vous assure qu'on pourra discuter surgénérateur, on pourra discuter trou noir, on pourra discuter fusion, on pourra discuter sodium liquide, on pourra discuter interaction ou catalyse deutérium-tritium. Tout cela, on en discutera. Énergie solaire, tout ce que vous voudrez. Mais donnez-moi le bénéfice du doute et croyez-moi sur parole. Je ne dis pas cela sans m'être informé et sans avoir testé auprès de gens autorisés. Donc, l'univers, d'après tous les scientifiques actuels, et particulièrement des gens comme Prigogine et comme Georgescu Rogan, qui est professeur d'économie mathématique à la Vanderbilt University. Donc, plus témoin à charge que ça, je ne pouvais pas rêver mieux. Quantité d'énergie dans l'univers est constante, premier principe de la thermodynamique. Deuxième principe, qui découle du premier, puisque cette énergie est constante, eh bien, nous ne savons faire qu'une chose, c'est-à-dire la transformer de disponible à non disponible, et ceci est irréversible. Alors la différence entre le paradigme mécanique et le paradigme thermodynamique, c'est que le paradigme mécanique admet la réversibilité. La crise, je peux m'en sortir, c'est réversible. La cyclicité, c'est cyclique. 1930, il y a eu une crise, 1990, il y en a une, ça va revenir à l'état d'avant 1930. Cyclique. Eh bien non. Le paradigme thermodynamique, lui, nous montre qu'il n'y a pas de réversibilité, ni de phénomène cyclique. Irréversible. Et cette irréversibilité nous conduit à une humilité considérable. Celle-ci, nous, êtres humains, nous ne savons rien créer, rien fabriquer. Tout ce que nous savons faire est contrairement à tout le reste de la création.
Tout ce que nous savons faire, c'est dégrader tous les jours une quantité toujours plus grande d'énergie disponible. Et c'est irréversible. Quand l'économiste et le financier disent « je crée de la richesse », le physicien et le biologiste disent « mon cher ami, non seulement tu ne crées rien du tout, mais tu ne fais que détruire. Que détruire une quantité d'énergie irréversiblement perdue par le travail que tu as fourni pour soi-disant créer, parce que tu n'as pas créé, tu as transformé. Et en transformant, tu as dépensé de l'énergie. C'est tout. Même nous, êtres vivants, que certains raisonnements de thermodynamiciens très inquiets, parce que vous savez, la thermodynamique et le deuxième principe de la thermodynamique sont pour la physique et la science source de même angoisse que l'est la mort pour la métaphysique. Et des tas de gens ont cherché à trouver un état, aussi improbable soit-il, d'inversion de cette entropie, donc de possibilité de réversibilité de ce mécanisme irréversible. Eh bien, on a cru pouvoir le trouver dans les systèmes vivants. Les êtres vivants, dit-on, sont des systèmes stables, puisqu'ils peuvent conserver leur structure pendant un certain temps et donc ralentir leur entropie. C'est vrai, mais ce n'est que temporaire. Et irréversiblement, je vais mourir. Et c'est l'entropie que je paye pour le travail que font mes cellules pour me maintenir en vie jusque-là. Mais c'est irréversible. Alors, mesdames et certains messieurs, peut-être, j'ai une petite nouvelle pour vous, un petit intermède comique, écoutez, parce que c'est bien triste tout ce que je dis là. Eh bien, j'ai une petite nouvelle pour vous. Arrêtez d'acheter des crèmes de merlin-pimpin et des poudres de Saint-Glinglin pour avoir une peau de 25 ans quand on est âgé de 40 ans. D'après la thermodynamique, le seul moyen d'avoir l'air d'avoir 25 ans quand on est âgé de 40 ans, c'est de mourir à 20 ans. C'est tout. Il n'y en a pas d'autre. Alors, arrêtez de mettre des tas d'argent là-dedans. C'est parfaitement... Vous aurez au moins gagné ça. Hein. Je cite Jeremy Rifkin, président de la Foundation on Economic Trends de Washington. Vous voyez, je n'ai pas été chercher des témoins à charge suspects. Que nous dit M. Rifkin? Entropy is the supreme law of nature and governs everything we do. Entropy tells us why our existing world is crumbling and what we can do to restore it. Jeremy Rifkin, The Entropy Law, 1989. Et président de la Foundation of Economic Trend, comme je vous l'ai dit. Alors, pour mieux comprendre, je vous simplement signale les renversements de paradigme dont j'ai parlé. Client-employé, satisfaction réciproque, l'égalité, tangible, intangible, complexe, compliqué, et nature vivant avant l'économique. Alors, comment se comporte le naturel et le vivant? Et pourquoi avant l'économique? Bien tout simplement parce que l'économique est quelque chose qui s'inscrit dans le... Pardon. La nature et le vivant et pas l'inverse. Ce n'est pas la nature et le vivant qui obéissent aux lois de l'économique, c'est l'inverse. Comme le disait récemment un ingénieur en France où j'avais l'outrecuidance d'exposer certaines de ses idées, il me dit, mais monsieur Actou, vous oubliez qu'avec la science et grâce à la science, nous avons conquis les lois de la nature pour mieux la dominer. Il dit, cher monsieur, heureusement que ce n'est pas fait ça que vous avez fait. Vous avez compris grâce à la science les lois de la nature pour mieux vous y soumettre. C'est tout. Qu'avez-vous changé à la loi de la gravitation? Rien du tout. Vous vous y êtes soumis. C'est comme ça que vous êtes allé sur la Lune. Alors vous voyez comment les mots peuvent nous tromper? Eh bien, les organismes vivants, voilà comment ils se comportent et la nature. Si on applique le paradigme thermodynamique et non pas mécanique, voilà ce que ça donne. Il y a une transformation dans les êtres vivants, c'est-à-dire le métabolisme, la digestion, l'assimilation, etc. De quoi? D'une certaine quantité importée de l'environnement qui est la nourriture, l'oxygène, la chaleur, et c'est exporté dans l'environnement sous forme d'excrétion, de gaz carbonique, de perte de la chaleur, etc. Donc il y a une transformation d'énergie
mais d'utile à irréversiblement inutile. Le bout de pain que j'ai mangé, eh bien, il est irréversiblement perdu. Il faut que j'attende que le blé pousse, etc., et que je fasse un autre pain pour le manger. Mais une fois que je l'ai mangé, son énergie est irréversiblement consommée. Eh bien, ce que ça donne, ce qui est intéressant, c'est que le rapport entre la quantité d'énergie importée et la quantité d'énergie exportée est dans l'ordre suivant, c'est-à-dire que l'énergie importée par le système doit être toujours supérieure à l'énergie exportée, sinon le système accélère son entropie et meurt plus vite que prévu. Maintenant, comment se comporte le système économique? Le système entreprise maximaliste, qui est là pour faire plus d'output que d'input. Oui ou non? Est-ce qu'il y en a qui sont contre? L'entreprise est là pour faire plus d'output que d'input. Donc, si les outputs doivent être supérieurs aux inputs, on peut démontrer qu'on peut ramener la mesure de ces outputs et de ces inputs aux quantités d'énergie utilisées. Je n'ai pas le temps de le faire, mais croyez-moi sur parole, l'argent, la matière première, le travail peuvent se ramener à de l'énergie. Même l'argent qu'on vole. Quelqu'un qui vole de l'argent à quelqu'un, il faut qu'il dépense de l'énergie pour le voler. Et celui à qui il l'a volé, eh bien, il l'a sûrement obtenu par un travail. Donc, par une dépense d'énergie. Eh bien, qu'est-ce qu'on a quand les outputs sont supérieurs aux inputs? Eh bien, on a un rapport inverse. On a tout d'un coup, de façon tout à fait bizarre et incroyable, et c'est ma modeste et outrecuidante contribution à cette petite remise en question du paradigme mécanique par le paradigme thermodynamique. Je ne suis pas le seul, heureusement. Il y a des tas de gens bien plus intelligents et bien plus avancés que moi qui m'ont inspiré ce raisonnement. Eh bien, nous nous trouvons en contradiction flagrante avec les lois de la nature et de la physique, parce qu'un système ne peut pas donner plus d'énergie qu'il n'en prend, à moins que il ne rentre dans ce qu'on appelle des boucles de rétroaction positive inverses, qui sont le contraire de la boucle de rétroaction négative, c'est-à-dire de l'équilibre. Le maximalisme output supérieur à input est toujours supérieur ad vitam aeternam, se paye par une boucle de rétroaction de diminution par ailleurs. Et ceci, c'est quoi? C'est la pollution, c'est le chômage, c'est l'inflation, c'est les belugas qui meurent, c'est les baleines qui disparaissent, c'est l'oxyde de carbone qui augmente, c'est la couche d'ozone qui se troue, c'est les vents qui changent de direction, c'est le Niño qui ne passe plus au large du Pérou et qui provoque ce que vous savez, etc., etc. Le Soudan qui devient inondable, le Bangladesh inhabitable, tout cela est le résultat de cette distribution positive dans les deux sens de la quantité d'énergie enlevée dans un coin et donc rétablie dans l'autre. Alors, si le système entreprise se comporte comme ça, vous le voyez bien, c'est le résultat de ce rapport de force et de cette friction dont je parlais tout à l'heure. Il y a conflit, il y a rapport de force entre comportement économique et comportement de la nature et des lois de la nature. Et ce rapport de force est un rapport qui continuera à nous faire perdre une quantité d'énergie colossale. Le seul moyen de s'en sortir, c'est la boucle de rétroaction négative, c'est-à-dire l'équilibre. Qu'est-ce que c'est l'équilibre? C'est je ne coupe un arbre que quand le même arbre a repoussé à la même taille. Je ne pêche un poisson que quand le même poisson a grandi à la même taille. Flux d'entrée égale flux de sortie. Si les flux de sortie sont 3 ou 4 fois les flux d'entrée, il ne faut pas s'étonner que le système s'épuise. Il ne faut pas s'étonner que l'Afrique, l'Amérique latine, l'Inde, une partie de l'Océanie, les pays de l'Est, etc., s'enfoncent de plus en plus dans la pauvreté, quand tous les modèles de développement prévoyaient qu'à la fin du XXe siècle, tous ces pays seraient au niveau presque de la Suède. Eh bien, voilà l'explication. Elle n'est pas dans le raisonnement de la raison pragmatique, linéaire, économiste de surcroît. Les solutions, bien entendu, et je termine, rassurez-vous, technophilie, il sera une fois une technologie qui va nous sortir de là. On va gratter les molécules d'azote, on va aller gratter la Lune, on va trouver une autre planète. Ça, c'est croire au Père Noël. S'il y en a parmi vous qui croient au Père Noël, moi je leur laisse le Père Noël. Moi, je suis d'une religion qui ne croit pas au Père Noël. Bon, donc, manque de chance, hein. Je ne crois que ce que je vois. Je suis comme saint Thomas d'Aquin. Non, saint Thomas, pardon. C'est pas le même. Confiance en l'humain.
Eh bien, j'ai une petite nouvelle pour vous. L'être humain est la seule espèce de toutes les espèces vivantes qui n'a pas su résoudre ces grands problèmes. Problèmes de cohabitation, problèmes de coexistence, problèmes de pauvreté, problèmes de guerre, problèmes d'entretuerie, problèmes d'inégalité. Toutes les autres espèces ont su le résoudre mieux que nous. Eh bien, il y en a aussi qui croient à un quatrième principe de la thermodynamique, un troisième, en 0 Kelvin, le deuxième principe ne joue plus, donc oui, mais à 0 Kelvin, vous serez là, vous? Moi, je sais que j'y serai pas. Alors, à quoi ça nous sert que le deuxième principe de la thermodynamique ne joue plus à 0 Kelvin? Ça sert à quelqu'un? Bon, on nous dit structure dissipative, l'ordre par le désordre. Le marché libre, c'est le désordre, comme le dit Prigogine, dans les cellules de Ménard. Eh bien, il y a un certain ordre qui se produit à partir d'un certain seuil critique, et de cet ordre naîtra un nouvel ordre. Mais j'ai deux petits problèmes. Est-ce que chez Prigogine, il y a des molécules patrons et des molécules employés? Est-ce que chez Prigogine, il y a des molécules présidents, des molécules dictateurs et des molécules citoyens maganés? Est-ce que chez Prigogine, il y a des molécules millionnaires et des molécules chômeurs? Est-ce que chez Prigogine, il y a des états de molécules qui possèdent la bombe atomique et des états de molécules qui ne possèdent que la charrue? Le jour où ça sera le cas, eh bien le raisonnement qui s'applique aux molécules de M. Prigogine s'appliquera aux choses humaines. Et par ailleurs, qui me dit que cet ordre qui va naître de je ne sais quel désordre, qui me dit que cet ordre va m'inclure moi, être humain? Rien ne peut me le dire. Ni Prigogine, ni personne. Eh bien, pour conclure, vous pensez bien, je plaide pour la coopération et non la concurrence, pour la collaboration, pour la libre entreprise, oui, mais sous condition. Une libre entreprise où l'État est un État arbitre et non pas un État comité de gestion de la nomenclatura, quelle que soit cette nomenclatura. De gauche ou de droite, je m'en fous. Comme le dit Edgar Morin, et je m'associe à ça, tout islamiste, tout intégriste, tout communiste, tout capitaliste, tout anarchiste, toute personne qui s'affuble d'un isme doit être exclue de l'humanité. Liberté d'entreprendre sous condition. Respecter la dignité de l'employé, pas de chômage. Pourquoi des entreprises qui font de l'argent comme de l'eau, et on les connaît, et ici au Canada, elles font des profits records, et elles font des coupures massives, par contrition, ou par mise à la retraite, ou par tout autre moyen? Pourquoi l'État ne les oblige pas à conserver ces emplois que nous payons comme chômeurs pour que ces entreprises augmentent leurs profits? Question qui mérite d'être posée, non? Et où la poserons-nous si ce n'est pas dans le lieu où nous nous occupons des entreprises? Respect de l'environnement, pollueur-payeur. Il n'y a que la Suède et l'Allemagne qui l'appliquent de façon rigoureuse, de tout l'Occident. Contribution obligatoire à l'assiette fiscale. Maurice Allais, l'un des derniers prix Nobel, disait 30% au moins de l'assiette fiscale doit provenir de l'impôt sur le profit, sur le capital, sur les actifs et sur la fortune. Or, on est loin, très loin de ce 30%. Et on veut qu'un budget d'État fonctionne uniquement sur une assiette fiscale basée sur l'impôt indirect et sur le travail. Eh bien, il ne faut pas s'étonner que ces États soient bancals. Alors, conclusion des conclusions, le 21e siècle sera managérial si le management change. Le management changera s'il change dans ce sens, c'est-à-dire s'il devient éthique. Ça, c'est une éthique. Ce n'est pas une courbe de how to make more, better and bigger. C'est why and for what finalité. Pourquoi et dans quelle finalité doit-on faire plus et beaucoup? Voilà la vraie question à laquelle il faudra répondre. Mais qu'est-ce que l'éthique? C'est le bien-être de tous, c'est le moyen d'y parvenir, nous disait Aristote. C'est la vertu, l'amitié et la justice. C'est l'humanité qui ne sera sauvée que si les dirigeants sont des philosophes, nous dit von Bertalanffy. Mais
car il y a un mais. Si Nietzsche vivait parmi nous, je crois qu'il dirait encore, de nos jours, les gouvernements, les églises, les mœurs, les modes et la lâcheté des hommes s'accordent à user de moyens politiques et policiers pour confiner l'activité philosophique dans une vaine apparence d'érudition. Merci. François, je peux te répondre tout de suite comme René Dumont, c'est l'utopie ou la mort, qui n'est pas un simple jeu de l'esprit. Mais la différence entre ce que nous faisons nous et ce qui se faisait à l'époque Ming et à l'époque des pharaons, c'est à l'époque des Ming et des pharaons, on utilisait la charrue, le bœuf et le fumier pour produire du blé. Et ça, c'est de l'énergie à basse entropie qui est renouvelée par la simple photosynthèse. Aujourd'hui, pour produire plus, nous avons remplacé le bœuf et la charrue et le fumier par le tracteur et le phosphate. Le tracteur et le phosphate sont des énergies à très haute entropie. Et à chaque fois que nous utilisons un tracteur et du phosphate comme fumier, eh bien, nous sommes infiniment énergétiquement moins productifs qu'avec un bœuf et une charrue. Et je ne parle pas de la bombe atomique, et je ne parle pas des canons, et je ne parle pas de la bombe à neutrons. L'un ne va pas sans l'autre, bien sûr, René, tu as parfaitement raison. Mais un État, je n'ai pas parlé d'État de droit, j'ai parlé de société civile qui s'est dotée d'un État de droit. Hein. Les deux vont ensemble. Eh bien, les deux vont ensemble et ne seront en équilibre que si et seulement si cet État est le représentant objectif et total et multilatéral de toutes les composantes de cette société civile. Autrement dit, qu'il s'assure que toutes les composantes de cette société civile sont en état de satisfaction. Je ne dis ni plus ni moins. C'est là le rôle de l'État.
Si j'avais la réponse à cette question, j'entrerais tout de suite en politique. Quoique ça ne m'intéresse pas gros. Mais comme le disait Churchill, la démocratie occidentale est le pire de tous les systèmes à l'exclusion de tous les autres. Ce qui est une belle pirouette, mais qui est une belle façon de dire aussi qu'on a dévié très vite le sens originel de Demos Crassier, pouvoir au peuple, pour en faire le pouvoir aux représentants du peuple, et pour en faire le pouvoir aux représentants de ceux qui font croire au peuple qu'ils ne peuvent pas être représentés que mieux que par ceux qui les invitent à les élire pour les représenter. Vous comprenez? Donc, on en arrive à la situation suivante. Il y a des exemples. La Scandinavie, toute la Scandinavie, malgré ses hauts et ses bas. Le Japon est réputé être une économie étatiquement guidée. Bon, l'Allemagne, malgré, etc. Les exemples existent. Mais seulement, les décisions qui se prennent au niveau d'un État devraient être prises avec la concertation de toutes les forces représentant la société civile. C'est-à-dire les syndicats, les patronats, les chercheurs, les écologistes, les penseurs. C'est ça, une société civile, et qui représente le plus le peuple. Je peux y ajouter les représentants des chômeurs, des assistés, des agriculteurs, tout ce que vous voudrez, mais tout cela est représenté en principe par les syndicats et les associations. C'est ça, une démocratie pluraliste. Une démocratie pluraliste, ce n'est pas la voix de General Motors qui pèse le PNB de la Californie, et à côté, la voix du défenseur des petits lombrics du Wyoming, qui pèse 4 sous et 3 pelés. Évidemment, la voix de l'un va se faire entendre plus que celle de l'autre. Est-ce que ça répond à ta question? Mais oui, bien sûr. Alors là, je vous fais remarquer que, en tenant ce raisonnement, vous rentrez de plein pied dans le type de raisonnement linéaire. S'il y a eu cause-effet de tel et tel type dans telle et telle circonstance, donc il y aura dans d'autres circonstances les mêmes cause-effets. Non, si on regarde ça dans une causalité circulaire et plus large, on constate très vite que le NPD n'avait aucune chance, dans le contexte mondial et nord-américain actuel, de réussir quoi que ce soit en Ontario. Pas plus que n'importe quel parti d'ailleurs. Et pourquoi en même temps ne dis-tu pas le parti ultralibéral ou ultra-néoconservateur de telle et telle autre province n'a pas plus réussi et n'a pas plus fait de bien à personne? Donc, la question se pose au-delà des limites des réflexions des partis et des idéologies et des systèmes. J'ai dit tout à l'heure, toute personne qui se qualifie d'un isme quelconque est à exclure de l'humanité. Parce que la dynamique de l'humanité est une dynamique changeante, contingente, inattendue, négociable, refaisable à tout instant, à la satisfaction de tous. C'est l'agora grecque, la démocratie directe. Eh bien, nous en sommes loin. Pourquoi la gauche française a-t-elle échoué? Pourquoi Haïti est-il un système capitaliste lamentable? Alors, si on impute les échecs de Moscou à Marx, il faut imputer l'échec de Haïti à Adam Smith. Alors, pourquoi nous appliquons Adam Smith? C'est plus complexe que tu ne le penses.